Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lipasco. On est toujours sur, quoi toujours, et pendant un sacré bout de temps sur ce petit bouquin de Robert B. Stone qui parle de José Silva. On vous a fait donc une première partie où on a un peu parlé de ce qu'a fait Lee pendant ces 2 dernières semaines. On a un petit peu rebondi dessus. On a lu qu'un seul élément que j'avais trouvé intéressant, qui était cette notion de workaholic. Lee qui a bien recadré en train de dire c'est un actionaholic, donc quelqu'un qui est plutôt un peu obsédé et hyper basé sur l'action. On continue petit à petit. Alors, comme le signe passe. Ah oui, bah alors là, attention, parce que ça risque d'être long. On va reparler d'hypnose. Donc, vous avez vu que Robert, il avait déjà quelques petites critiques sur l'auto-hypnose et la méthode Silva, la différence qu'il peut y avoir. Et dans l'ouvrage, je trouve que c'est plutôt bien parce que assez régulièrement, il revient sur la notion d'hypnose. Là, c'est page 41, chapitre 4. Ce qui lui a particulièrement intéressé dans l'hypnose, surtout, c'était spécialement l'histoire, le début de l'histoire. Il a appris comment au XVIIe siècle, un gars qui s'appelle Athanasius Kircher a expérimenté des transkataleptiques sur les animaux et comment au XVIIIe siècle, un prêtre catholique, John Joseph Gassner, est devenu le premier hypnotiste médical, puis vint Franz Otto Mesmer. Alors là, je n'ai pas demandé à Brice, mais tu vois, j'étais intéressé par le premier hypnotiste médical, John Joseph Gassner. Ça te dit quelque chose, toi? Oui, il est souvent mentionné dans l'historique des hypnotiseurs, mais je ne connais pas grand-chose. Hein. Ouais. Il était juste au début, en fait, c'était juste avant Mesmer. Donc, Mesmer a pris tellement d'attention que souvent on n'en parle plus. Mais oui, c'était un prêtre catholique, effectivement. Ouais, c'était un prêtre catholique. Donc, le thème mesmérisme a été utilisé un peu après. Ce qui est chouette, c'est que là, on voit quand même l'intérêt qu'a porté José. Et on vous l'avait déjà dit, hein, sur l'hypnose pure, il a vraiment étudié les ouvrages qu'il y avait jusqu'à à peu près 1940. On avait vu ça avec Lee. Donc, un paquet d'éléments intéressants, notamment James Braid, à un moment, Dr. John Elliotson. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Elliotson, ça a été un des grands hypnotistes avec Braid et Esdell. Braid et Elliotson ont été les 3 Britanniques qui ont vraiment fait énormément pour l'hypnose. Et le problème, c'est que ils étaient. Alors, Elliotson était plus mesmériste que hypnotiste. Sauf que vous savez que Nature, je crois que la revue Nature, non, c'est pas celle-ci, la revue scientifique, le Lancet, qui est une revue médicale hyper connue, hein, ça a été lancé par John Elliotson. Ah bon? John Elliotson qui l'a lancé, et alors le plus drôle, c'est qu'il a lancé le Lancet. Il a lancé le Lancet. Et il l'a fait pour prouver que le mesmérisme existait. Donc, il a développé une revue scientifique, vraiment scientifique, pour montrer que le mesmérisme était quelque chose de réel. Et ce qui est très drôle, c'est que 10 ans plus tard ou 7 ans plus tard, bah, la même revue a dit ben non, en fait, ce qu'a dit Elliotson, c'est pas vrai, le mesmérisme, ça n'existe pas. Parce que scientifiquement, on vient de le prouver. Et j'ai trouvé ça assez génial. Donc, ce mec-là a lancé un truc qui aujourd'hui est la référence mondiale scientifique pour parler du mesmérisme. Et en fait, ça a été débunké, entre guillemets, par le propre magazine qu'il a lui-même créé. J'ai trouvé ça, quand j'ai lu ça, j'avais trouvé ça génial. Et c'est une petite anecdote de l'histoire de l'hypnose qui est quand même très, très, très intéressante. Ah non, je ne savais pas ça, parce que comme tu dis, aujourd'hui, si quelque chose apparaît dans le Lancet, c'est strictement scientifique, logique, on ne peut pas refuser. Non, je n'avais aucune idée. Excellent. Oui, mais tu vois, alors, ça c'est intéressant. Tu sais que donc, le Lancet, souvent on dit, voilà, des magazines en fait aussi importants que le Lancet.
ce qui est édité dedans est vrai. Et souviens-toi, pendant le Covid, ils avaient dit des trucs concernant, je ne sais plus, le vaccin ou le Covid, je ne sais plus. Et après, ils sont revenus dessus à dire non, on s'est trompé. Toi, un des éléments intéressants avec la science de façon générale, comme là, c'est le cas avec le mesmérisme, c'est qu'ils sont aptes à dire bon, on a prouvé quelque chose et revenir dessus 5 ans, 10 ans plus tard et dire non, mais en fait, on a dit une bêtise, c'est pas vrai. Et montrer les nouvelles études. Et ça, c'est un des points qui, chez Silva, était intéressant, qui cherchait le plus possible des rapports scientifiques, alors qu'on sait très bien que dès qu'on commence à parler d'intuition, ça reste quand même quelque chose qui est complexe, et qu'au fur et à mesure de son travail, il a tenté au mieux, au travers des informations qu'il avait à l'époque, comme d'un coup cette notion des hémisphères gauche-droite, comme la fréquence cérébrale, il a constamment voulu remettre en question, interroger, poser des questions. C'est pour ça qu'il était capable de faire évoluer son système et dire, voilà, maintenant l'exemple que je vais vous donner est plus, avant il parlait de monde subjectif, objectif, puis il est passé au moment où l'information s'est beaucoup diffusée sur la notion cerveau gauche, cerveau droite, etc., etc. Et ça, c'est un des points qui est intéressant et qu'il faut constamment garder en tête. La méthode Silva, même si certains aspects, on n'arrive pas forcément à scientifiquement tout expliquer pourquoi on a de l'intuition, le fondateur a remis en question très souvent sa propre méthode par rapport à l'évolution de la science pour justement laisser la possibilité de trouver les réponses, les explications, le pourquoi, le comment. Donc aujourd'hui, quand vous vous interrogez sur la méthode Silva, c'est toujours utile de regarder ce qu'il y a actuellement, ce qui est écrit sur l'intuition, ce qui est écrit sur les différentes perspectives. Oui, le cerveau, aujourd'hui, on n'est plus forcément qu'il est triphasique parce que c'est plus complexe que le diviser en reptilien, limbique et néocortex. Oui, on le sait, donc c'est important de le rappeler. Et en même temps, on a encore beaucoup d'explications au travers du triphasique, mais ça se trouve, dans 10-15 ans, on aura modifié certaines sémantiques pour qu'elles soient plus justes avec la science. L'idée n'est pas de dire le système est figé et alors, après on pourrait revenir sur le mot figé, mais techniquement, la manière dont c'est enseigné, c'est figé, mais la volonté de connaissance et les bases sur lesquelles ça se fonde peuvent très bien être réinterprétées, revues, parce que justement, l'objectif est d'être le plus juste possible. Et la force de la méthode est le côté empirique. Bien sûr, empirique ne veut pas dire scientifique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'en enseignant de cette façon-là, un certain pourcentage assez élevé peut commencer à avoir plus d'intuition. OK. Ça, c'est quelque chose d'empirique. Après, les raisons du pourquoi, du comment, on le voit dans plein de papiers qui maintenant tournent autour des neurosciences, où on se dit, c'est intéressant, on sait que tel type de méditation emmène plus d'écoute de soi-même, plus d'observation externe, plus de capacité à avoir des messages étant des indices étant quoi? De l'information. Donc, on s'aperçoit souvent que ce qu'avait ressenti, et là encore, l'intuition de José sur certains aspects, était plutôt juste. Après, parfois, ce n'était pas les mots actuels, ce n'est pas les concepts actuels, mais c'est ça qui est intéressant. Et n'hésitez jamais à remettre en question les éléments qui sont proposés. Ce n'est pas un problème. L'objectif est toujours de pouvoir remettre en question pour pouvoir améliorer le système, en tout cas la manière, la compréhension du système. Tu es d'accord avec ce que je dis, Lee, ou ça te semble… Tout à fait, justement. En tant qu'instructeur, on n'a pas le droit de changer les techniques. Moi, personnellement, je n'ai pas envie parce que je les trouve géniales. Mais on peut changer la façon dont on présente. Exactement. Et chaque instructeur a justement un thème ou une expérience ou un groupe d'histoire qu'il peut raconter. Et ça, je trouve ça très, très riche. Et c'est pour ça que je recommande à toute personne qui veut répéter le cours Silva de tenter avec un autre instructeur. Tu ne veux pas entendre le même instructeur plusieurs fois de suite parce que chaque fois, on apprend des nouvelles choses. Moi, quand j'étais formée pour être instructeur, il fallait faire le cours 10 fois avant de faire la formation. Et j'ai fait avec 10 instructeurs différents, y compris José Silva. C'est bien. Et je pense qu'il faut garder en tête cette notion de se dire, effectivement, tu vas avoir des instructeurs, ça se trouve, qui vont être hyper pointus au niveau neuro. On ne va pas changer techniquement la méthode. La méthode est posée, elle a donné ses résultats positifs. Aujourd'hui, on a juste envie que ça se développe, ça se maintienne, que ce soit quelque chose de cool pour les gens.
Mais derrière, qu'on donne d'autres explications, les gars de la méthode, jamais ils vont dire ah mais non, c'est faux. Ils vont dire ah tiens, c'est marrant. Bah, nous, on ne parlait pas de ça. Souvenez-vous quand on vous a parlé des ondes θ, non, pardon, des ondes gamma. Oui. Bah, on avait vu sur la charte que José avait suspecté qu'éventuellement il y en avait qui allaient plus loin. C'est comme aujourd'hui, quand on parle des ondes, on sait que c'est pas aussi simple que dire bêta et on est en bêta, alpha et on a un alpha. C'est une simplification d'un modèle qui aujourd'hui, on sait qu'on est à la fois en bêta, en alpha, en θ, après on n'est pas en delta, et que c'est en même temps et que c'est pas les mêmes zones du cerveau. Mais bon, si on commence à expliquer ça à tout le monde tout le temps, ça devient compliqué de tout expliquer. Mais on comprend bien que quand on est dans des phases où le cerveau, sur une majorité des parties du cerveau, rentre à un certain type de fréquence, on est dans un état qui se modifie. Et ça, on le sait. OK. Ça, on arrive à le voir et à le prouver. Après, la charte, c'est une simplification. C'est ce qu'on appelle une généralisation. Et il y a des omissions, des distorsions pour qu'on puisse mieux comprendre. Ce qui est logique parce que vous passez que 4 jours et vous n'êtes pas en train de faire un truc scientifiquement à 10 000% sur le truc. Non. Alors, José a été tellement fasciné, c'est toujours sur la même page, avec cette idée d'hypnotisme qu'il a commencé par des cours le week-end, conduits par un hypnotiste à Sant'Antonio. Alors, tu ne m'avais pas dit que c'était Hilgard, le prof qu'il a eu? Non, Hilgard était psychologue à l'université. Ouais, mais... tout ce que je sais, c'était qu'il a fait des cours avec Théodore ex-Barber. C'est Barber que tu m'as dit. C'est Barber qui l'a. Ouais. Alors ça, c'est cool. Tu vois, Barber. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Barber. Et bien sûr, oui. Et d'autres hypnotiseurs aussi. Mais je sais que c'est un des gens qui l'ont influencé, oui. Mais Théodore Barber, c'est un très très grand hypnotiste américain, post-40, on va dire post-Deuxième Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'expériences. Je parlais d'Hilgard. En fait, Barber, Hilgard, c'est la première génération d'hypnotistes qu'il y avait à la faculté. Donc des médecins la plupart du temps, des docteurs, soit en psycho, mais en général, c'était vraiment des médecins qui, en plus, travaillaient beaucoup sur ce qu'on appelait de l'hypnose théorique. Ce n'était pas forcément hyper pratique ce qu'il faisait. C'est d'ailleurs, je crois, Hilgard que je ne me gourre pas, je crois que c'est Hilgard qui a formé Erickson en partie, etc. Donc on est vraiment sur des notions. Oui, Hilgard ou l'autre, je les confonds toujours, il y en a deux qui étaient des grands noms de l'époque. Et c'était vraiment de l'hypnose universitaire. Donc c'est des grands. Et Theodore Barber est quelqu'un qui a notamment développé tout un principe inductif qui est assez reconnu, etc. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'hypnose anglo-saxonne. Nous, on connaît moins en France parce qu'on a eu d'autres. À la même période, les années 50, on avait Chertok. 50-60, on a eu un grand de l'hypnose en France. C'est un gars qui s'appelait Léon Chertok, qui est un monsieur qui a fait beaucoup pour l'hypnose française, qui était très doué. Mais c'était la période où on a mis un petit peu ça de côté parce que chez nous, on s'était mis à fond sur la psychanalyse et donc on a un petit peu tué derrière l'enfant qu'on avait créé. Donc, on était très bon là-dessus. Donc, et là, c'est intéressant. Donc, il est allé à San Francisco et en 49, juste 5 ans après avoir commencé à étudier la psychologie, donc en tant que soldat, il pratiquait l'hypnose sur ses enfants. Donc, je trouvais que c'était intéressant de voir que tu sens vraiment le passionné, il allait prendre ses cours d'hypnose. C'est vrai qu'au départ, dans les premiers moments que j'avais lus, j'avais pas vraiment, que j'avais étudié José, et je crois même dans sa biographie, on n'avait pas l'impression qu'il avait pris de cours. On avait lu qu'il lisait beaucoup, mais en fait, il a quand même pris des cours. C'est-à-dire qu'actuellement, il a été formé à l'hypnose. Je ne sais pas où, mais je crois que c'était Ed Byrne qui nous a montré ses certificats d'hypnose, n'est-ce pas? Exactement, c'est Ed Byrne qui nous les a montrés. Oui. Ouais, c'est marrant ça. Donc se dire, tiens, il y a eu vraiment une démarche par rapport à ça. C'était San Antonio quand même, pas San Francisco. Oui, San Antonio. En Texas. Ouais, on reste toujours. J'ai dit San Francisco? Oui. Non, San Antonio. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, là, on est vraiment dans le Texas. Ça reste toujours dans les. Bon, c'est quand même assez loin, je pense, de Laredo, mais ça va.
Alors, il a formulé des procédures pour aider ses enfants à être meilleurs à l'époque, pour tout ce qui est hyperactivité, développer l'attention, etc., etc. Donc, on rappelle bien, José est un hypnotiste. On veut parfois l'oublier, mais ça reste un hypnotiste. Alors, et ça, j'ai trouvé que c'est intéressant. On en a déjà parlé, mais je préfère le rappeler. Au bout d'un moment, son intérêt a shifté, s'est déplacé du IQ vers la clairvoyance, donc de ce qu'on appelle du coefficient intellectuel vers la clairvoyance. Donc, vous voyez le process. Il s'est dit, tiens, j'apprends l'hypnose. Tiens, mais l'hypnose, c'est super. Tiens, je vais en faire à mes enfants pour voir s'ils peuvent être meilleurs, factuels. Hein. En plus, imaginez bien un papa mexicain, début du 20e, avec des valeurs comme ça, lui qui n'est pas allé à l'école, il a des enfants, il veut que ses enfants réussissent. Ce qui est hyper normal. Alors que lui, il était déjà dans le succès. Hein. Mais par essence, il s'est dit, bah, si je peux les aider à, et l'hypnose, pour lui, était un moyen pour les faire devenir meilleurs à l'école. D'ailleurs, il y a dans ce modèle-là, hein, l'hypnose, effectivement, aide les gens à mieux apprendre, à mieux se concentrer, etc., etc. Donc, son idée était très bonne. Et ce qui est génial, c'est de se dire, tiens, c'est passé de je veux qu'ils développent leur coefficient intellectuel, on va dire, le coefficient intellectuel, je ne sais pas si on peut le marquer en tant que tel, mais un succès à l'école, une réussite scolaire, ce qu'il voulait, c'était que ses enfants réussissent, à de la clairvoyance. Et c'est marrant ce switch, se dire à un moment donné, bah, je ne veux pas qu'ils soient plus malins, plus intelligents, plus capables de réussir leurs études, mais qu'ils aient plus d'intuition. C'est quand même génial comme mouvement. C'est parce que tout le monde n'aurait pas eu forcément cette idée-là. Moi, tu vois, étant passionné d'hypnose, si j'avais eu des enfants, bah, je les aurais torturés à base d'hypnose. Tu vas réussir en faisant, et j'y aurais fait plein de tests, tu vois. Mais là, passer de se dire, tiens, mais non, on va partir vers de la clairvoyance, il a voulu voir s'il pouvait développer la capacité des enfants à prévoir des événements futurs au travers du questionnement. Je trouve ça génial comme concept. On sait comment ça s'est passé. Hein. Il a été bluffé par Isabella, on en a déjà parlé, mais c'est amusant de se dire, ah ouais, mais non, en fait, bon, IQ, on s'en fout quoi, on s'en fout entre guillemets. Hein. On va plutôt aller vers cette notion de clairvoyance. Toi, ça te serait venu à l'idée de se dire, tiens, je le passe d'un développement de compétences cognitives, parce que c'est purement ça, hein, tu es plus concentré, tu es plus capable de, vers quelque chose qui est au bout du coup beaucoup moins matériel. Tu vois, il est passé d'un truc de, en gros, tu peux avoir des bonnes notes en étant plus concentré, en étant plus capable de retenir tes leçons, etc., à est-ce que tu vas être capable de savoir la future réponse. Ça te serait venu à l'esprit, ça? Parce que moi, je trouve que c'est assez génial comme shift. Je trouve que tout le monde ne peut pas avoir cet état d'esprit-là. Il faut vraiment avoir une espèce d'ouverture. Même s'il a été bluffé par sa fille, c'est marrant qu'il ait laissé tomber un panel de réflexion pour aller là-dessus. Qu'est-ce que toi, t'en penses quand tu as lu ça dans l'histoire? Ça t'a semblé cohérent? Ça t'a semblé étonnant? Comment tu l'as perçu, ça? De toute façon, lui, il n'a jamais attendu ça. Mais c'était vraiment ce que Isabelle a produit pendant le travail qui lui a fait. Mais tiens, il y a quelque chose qui se passe là que je ne comprends pas. Et étant José Silva, je veux comprendre et je veux savoir justement si on peut l'améliorer. Et puis, il y avait toute l'histoire avec Dr. Ryan et tout ça. Bon, après, avec Dr. Ryan, ils en parlent là, Psy-Factor, etc. Bon. Avec Dr. Ryan, ça n'a pas marché des masses, hein, vu qu'ils ne se sont pas croisés. Donc, José, la méthode d'entraînement de José, ça, c'est très, très drôle. Donc, vous voyez tout ce qu'on vient de dire avant. C'est pour ça que je me disais pourquoi j'ai souligné ça. Parce que juste là, j'ai trouvé que c'était génial. La méthode d'entraînement de José a été initiée non pas par l'hypnose, mais par la relaxation contrôlée. Tu viens de nous dire qu'en fait, il a commencé à faire ça par l'hypnose, mais qu'en fait, non, c'est pas par l'hypnose. Et c'est là où j'adore les gars de chez Silva, la première génération, qui aime tellement ce que fait José,
qui dit non, c'est pas l'hypnose du tout, c'est la relaxation. Sauf que à l'époque, l'hypnose était basée sur principalement la relaxation. Deeper, deeper, relax, deeper, relax, deeper, relax. C'est quand même les Américains là-dessus avec le deeper, relax. C'est quand même leur sémantique majeure en hypnose. Just take a long breath and relax. Le relax, tu l'as dans tous les sens. Hein. Si vous écoutez Burt Goldman, relax, tu l'as dans tous les sens aussi, tout le temps. Oui. C'est amusant de voir là, à ce moment-là, la rupture. Et là encore, hein, c'est hyper compréhensif. On sait très bien. La méthode Silva est la petite fille de l'hypnose, donc ce n'est pas de l'hypnose. Et c'est vrai, c'est juste issu de l'hypnose sur certains aspects, et c'est autre chose. Mais c'est drôle de voir comment les auteurs passionnés de la méthode vont dire non, la base ne vient pas de l'hypnose. Et ce qui est dommage, tu vois, moi je trouve qu'avec le temps, c'est dommageable, parce que, et on le voit notamment grâce à tes cours, où les personnes d'un coup vont découvrir Hypnovision ou découvrir des cours que tu proposes en hypnose, et vont se dire ah, mais c'est génial en fait. Mais la méthode Silva, c'est de l'hypnose, je peux l'utiliser encore différemment. Et tu vois, je trouve que ça permet de te dire, mais tu peux l'utiliser de plein de façons. Tu peux le considérer, moi, je le considère comme un système d'auto-hypnose hyper complet. Et j'ai aucun problème à dire aux gens, mais c'est un super système où vous utilisez les mêmes modèles. Après, les noms sont différents, la façon de l'amener change un peu. Mais je trouve que ça donne une ouverture à la place de fermer. Je comprends qu'à un moment, ça a pu être concurrentiel, te dire, bon, je ne vais pas dire que c'est de l'hypnose parce que justement, il a développé son propre truc, mais dire aux gens, c'est issu de l'hypnose, même si aujourd'hui, ça n'en est plus, ça permet aux personnes de se dire, ah, mais attends, mais je peux aller étudier la racine de… Surtout que c'est l'état d'esprit complètement de José Silva. José, il aime aller à l'origine des choses. Et là, on dit… Et d'ailleurs, tu l'avais bien dit, hein, je ne sais plus c'est lequel des frères ou des cousins qui étaient militaires, qui disaient on ne parle pas de PNL, on ne parle pas d'hypnose, on parle de rien là. Ce qui est un peu dommage parce qu'au bout du compte, tu empêches aux diplômés de se dire ah, mais d'où vient ma méthode? C'est quoi les origines et qu'est-ce que je peux encore améliorer dans ma méthode? Ouais. Alors, donc, la relaxation contrôlée, ce concept a été utilisé par dans les fondations pour ce qui allait devenir la méthode Silva Mind Control. Donc, alors ça j'aime bien. L'hypnose est plutôt avec des suggestions autoritaires, avec des commandes depuis le praticien. Bon, ça, on est d'accord, même si aujourd'hui, la sémantique autoritaire, elle est un peu obsolète, on va dire, elle est directe ou indirecte, parfois un peu directive, mais je comprends complètement. José, lui, a utilisé simplement des directions, des simples directions, donc des orientations. Et c'est génial parce que rien que ça, Simple Directions, c'est en fait de la suggestion. Quand j'utilise une direction, simplement une direction, je te suggère. Donc en fait, José utilisait de la suggestion, ce qui est normal, parce que si, comme on dit avec lui, et c'est pour ça qu'il est génial ce système, pendant tout le cours, vous êtes suggéré à aller à tel niveau, vous êtes suggéré à ressentir telle chose, vous êtes suggéré à plein de choses, et parce que vous le vivez à l'intérieur de vous et que vous le créez, hein, n'oubliez pas, l'état hypnotique offre la possibilité aux choses que si vous le désirez, c'est vous qui le faites. Ce n'est pas Lee ou n'importe quel instructeur hein, qui, en lisant le cours, vous fait faire des choses. C'est vous qui acceptez ce qui est proposé dans un état de relaxation dynamique qui vous permet de créer des choses. Et c'est la beauté de la suggestion. La suggestion, il faut toujours un accord de votre part et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'être autoritaire à partir du moment où vous êtes dans l'adhésion. Et toute la beauté de la méthode, c'est déjà, vous venez, vous testez, vous voyez si ça vous plaît ou pas. Et après, même si vous êt curieux à vous dire « Ah, je ne suis pas sûr que ça fonctionne », vous avez quand même une adhésion. Et d'ailleurs, c'est un des prérequis que les instructeurs vous disent. Hein. On veut simplement que vous fassiez l'ensemble des techniques et que vous le fassiez vraiment avec une intention. Avec vraiment, vous vouliez le faire. Après, ça fonctionne, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas pour vous, ça ne fonctionne pas pour vous. En tout cas, sur cette première étape. Mais cette intention de se dire, je vais faire au mieux, m'investir dedans,
bah, ça permet que tout ce qui va être proposé devienne une suggestion, c'est-à-dire une possibilité que vous l'intégriez pour que ce soit OK pour vous. Et ça, c'est absolument génial. Et José, José maintient le sujet, alors j'aime pas ce mot-là, mais c'est le mot qu'on utilise parfois en hypnose, dans un état de relaxation, mais toujours en contrôle. J'aime bien. C'est finement amené. C'est bien la manière dont il l'amène. C'est pas bourrin. C'est très propre. Il dit donc en gros, à l'inverse de notre autoritaire, il a proposé des directions simples. Là où l'hypnose porte la relaxation sur un état de rêve ou d'état de transe, José maintient le sujet dans un état de relaxation, mais toujours en contrôle. C'est joliment amené, je trouve. Ça permet de donner une petite nuance entre l'état de transe, qui pour lui est sous notion autoritaire. Soumission, dans cette notion-là, on est soumis à quelqu'un, un opérateur, et la notion de tu es dans un état de relaxation, qui est l'équivalent d'une transe, mais tu es en contrôle, ce qui est aussi le cas dans une transe, mais qui le paraît moins en hypnose. Donc, je trouve que cette manière-là, ce petit paragraphe-là, page 44, il est nickel, même pour les hypnotistes qui aujourd'hui vont se faire embrouiller sur ce qu'est l'hypnose. Dire, mais non, on n'impose rien, mais on emmène et on suggère simplement des choses en les emmenant dans des états de relaxation dans lesquels les personnes sont toujours en contrôle. Et si tu mets le mot hypnose avec ça et pas méthode Silva, ça passe exactement pareil. Les gens vont faire « Ah oui, donc je suis en contrôle, bien sûr. Est-ce que tu es soumis à quelque chose? Non. Est-ce que je dors? Non. Tu es relaxé et en contrôle. Tu es exactement dans une définition qu'on peut faire en pré-talk. Là, je parle plutôt pour les hypnos qui ont déjà fait la méthode Silva. Ça, ce qu'il a fait là, c'est un super pré-talk. Il est génial, son pré-talk, là, ici. Et tout simple, il donne plein d'infos. Je ne sais pas comment tu le trouves, toi, mais je trouve que c'est vraiment un super petit paragraphe très, très sympa et qui donne vraiment une bonne image de ce qu'est la méthode Silva. Et pour les hypnos qui aiment, ça. En fait, il y a un moment dans les exercices où, en fait, on appelle ça les phrases de protection. et je dis, mais écoute, tu n'as pas besoin de protection, mais c'est pour te rassurer. Et là, on dit justement que tu es en train d'apprendre ton propre méthode. Et tu as toujours le contrôle. Tu peux accepter ou refuser tout ce que je te dis. Tu es toujours maître de toi-même. Et à l'époque, on disait ça, c'est la différence entre Silva et hypnose. Mais en fait, en hypnose aussi, on peut accepter ou refuser. Mais on a mis beaucoup d'importance sur cela. Mais c'est une bonne idée, hein, parce que, tu vois, moi, qu'un hypnotiste me ressorte ça, je trouve ça super. Et je comprends, tu vois, quand il met en avant le côté. N'oubliez pas, hein, il a étudié avant les années 40, 1940. Effectivement, l'hypnose de l'époque, c'était une hypnose autoritaire. Ce n'était pas une hypnose hyper fine. Celui qui a affiné beaucoup l'hypnose, c'est à la fois Milton Erickson et c'est à la fois Dave Hellman. C'est deux personnes qui ont vraiment orienté, et encore Dave Hellman, il l'a orienté dans le monde médical. Voilà, il travaillait qu'avec des médicaux. Donc, c'est l'hypnose médicale qui proposait beaucoup Dave. Alors que, paradoxalement, le psychiatre Erickson, lui, a plutôt parlé de psychothérapie sous hypnose en réalité. Donc, on n'était pas sur les mêmes champs et les mêmes disciplines, et d'être un peu autoritaire, ce qui est d'ailleurs devenu direct plutôt qu'autoritaire avec Hellman, a du sens quand tu es médecin, quand tu es infirmier. Tu n'as pas le temps tu ne vas pas forcément faire s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Tu vas dire bon, ok, merci, respirez profondément, fermez les yeux, suivez ce que je vous dis, comme ça vous allez vraiment vous sentir bien pendant l'examen, etc., etc. Ce qui est hyper cohérent. Mais je comprends qu'avec le mot et l'image qu'avait l'hypnose à cette époque-là, autoritaire, ben oui, te dire je suis soumis à quelqu'un qui me dit de faire ça et je le fais, ça me pose problème. Et là-dessus, je trouve que le boulot qu'a fait José est hyper positif pour la méthode, mais que pour les hypnos du 21e siècle, ce qu'il a mis en place, la manière dont il a exprimé sa façon de percevoir le rapport hypnotique est hyper bon à utiliser pour un hypno. Tu vois, moi, je pourrais dire la même chose quand je parle d'hypnose.
parce que je trouve que c'est c'est très intelligent, très smart, très fin, et ça ouvre énormément aux personnes. Et d'ailleurs, et je reprends, hein, parce que les personnes qui ont fait des séminaires avec Lee, qui d'un coup, au départ, étaient contre l'hypnose, il y en a plein, et qui au fur et à mesure se sont dit, tiens, je vais faire Hypnovision. Alors, Hypnovision, c'est bien parce que là, on a vraiment la transition avec un gars qui est un Silva, instructeur Silva de haut rang, qui a lui-même créé une méthode d'hypnose. Donc, on retrouve énormément de liens. Et les gens, d'un coup, se disent, ah mais ouais, mais non, c'est pas si autoritaire que ça. Ah bah, je suis libre. Ah, l'autre est libre. Ah, c'est super. Et je trouve que c'est bien de pouvoir se rendre compte de ça et apprendre ça et de se rendre compte que la méthode, comme l'hypnose, sont vraiment voisins, parents, en tout cas, ou cousins, petits cousins, qu'importe comment on les nomme. On va s'arrêter là aujourd'hui. Est-ce que tu as des choses à rajouter là dans tout ce qu'on a partagé? Non, non, je viens juste justement d'expliquer cette idée d'accepter ou refuser. Je trouve que c'est très bien. OK, oui. Donc, la semaine prochaine. Semaine prochaine, on reprend. Bien sûr, si vous avez des questions là sur cette partie plus hypnose, sur cette partie d'apprentissage de José sur cette facette de l'hypnose, et vous aussi, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez d'hypnotique si vous avez un petit peu de background en hypnose. Vous dire, ah bah tiens, moi je le fais plus comme ça parce que dans la méthode, je trouve que c'est plus cohérent qu'en hypnose. Ou inversement, tiens, en hypnose, je fais plus ça, donc je l'ai rajouté dans ma méthode. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir ce type d'infos. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. À très vite. Ciao. Merci, Lee. Ciao.